Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode d'A priori sur les ondes de Chiz 94.3. Nous sommes vos animatrices, Lorena et Caroline. Et pour cet épisode, nous recevrons Frédéric Turcotte et Héloïse Pilon pour décortiquer ce que c'est que l'intersectionnalité et pour nous expliquer aussi la place qu'occupe un tel concept dans la lutte au changement climatique, mais également comment l'intersectionnalité peut être employée en tant qu'outil analytique pour mieux comprendre les dimensions complexes des changements climatiques. Alors, tout d'abord, Héloïse, Frédéric, est-ce que vous voudriez vous présenter un petit peu? Donc, je suis Frédéric, une étudiante de première année au BIAPRI. Dans la vie, je suis coordinatrice aussi du comité environnement de la IAPRI, là, fait que c'est vraiment le fun. Je viens du Saguenay-Lac-Saint-Jean, originaire de Jonquière. Puis, du côté plus personnel, moi, j'aime ça voyager, passer du temps avec des amis, manger de la bonne bouffe, puis jaser, fait que ça tombe bien. Oui, moi aussi, je suis pas originaire de Québec, là. Je viens de Blainville, sur la rive nord de Montréal. C'est ma première année au BIAPRI. Puis avant ça, j'ai étudié au collège Lionel Groulx en sciences humaines. Puis après ça, à l'Université du Québec à Montréal, en études mondiales. Puis c'est ça, je suis venue à Québec pour faire le BIAPRI. Puis j'aime vraiment ça. J'ai aussi été élue cette session VP première de la IAPRI. Donc, je fais aussi partie du comité ambassadeur puis du comité environnement. Donc, c'est ça. J'aime aussi voyager comme Fred, puis j'ai bien hâte de faire le podcast. Et puis aujourd'hui, l'épisode va graviter davantage autour de l'environnement et des femmes. Alors, je me demandais vraiment d'où vient votre intérêt pour les enjeux environnementaux. Puis, est-ce qu'il y a des événements qui ont plus marqué votre conscience, là, puis que justement, ça a plus piqué votre curiosité par rapport à ce sujet-là? Ouais, ben pour moi, l'événement qui m'a vraiment ouvert les yeux là, par rapport à la crise climatique, c'est quand j'ai eu la chance de faire partie de la délégation jeunesse du GYBN, le Global Youth Biodiversity Network, excusez pour mon anglais. Ça m'a donné la chance d'aller à la COP 15 à Montréal en décembre 2022. En soi, c'est pas la COP elle-même qui m'a inspirée, mais c'est vraiment toutes les personnes que j'ai rencontrées là-bas. Parce qu'on était 3 jeunes du Saguenay, puis le reste, c'était des gens de partout dans le monde. Puis c'était vraiment excitant parce que ces gens-là, ils m'ont fait réaliser que peu importe d'où c'est qu'on vient, peu importe notre ville, notre village, notre pays, on se bat tous pour et contre la même chose. Puis ça c'est vraiment quelque chose que j'ai réalisé. Puis quand je suis partie de là-bas, après une semaine, j'ai fait « wow », tu sais, ça m'a donné vraiment envie de m'impliquer parce que j'ai vu ce monde-là qui vivait il y en a qui vivaient dans le désert, sur le bord de l'eau, au fin fond des terres, puis qui faisaient tout pour se battre même s'il y avait pas toutes les ressources possibles. Fait que je me suis dit, moi j'ai les ressources, pourquoi je le ferais pas? C'est vraiment ça qui m'a donné envie là, de le faire. Moi, j'ai pas vraiment d'expérience genre illuminatrice là mais j'ai vraiment grandi là-dedans là. Mes parents ils ont toujours été vraiment genre conscients de leur empreinte environnementale, puis j'ai vraiment grandi avec ça là. Ma mère elle a toujours fait comme des petits plats à collation, genre pas de trucs préemballés, puis tout ça, genre on a toujours fait du compost, toujours fait notre propre jardinage, puis j'ai vraiment grandi là-dedans, fait que c'est quelque chose que j'ai toujours tenu à cœur, mais c'est ça. Au cégep puis à l'université, justement, c'est avec le comité environnement, c'est de quoi que j'apprends plus à m'impliquer encore plus, mais c'est ça. Puis sinon, justement, vous venez de parler de votre implication. Est-ce que vous pourriez décrire c'est quoi votre implication pas mal? Tu sais, c'est quoi votre quotidien là, dans ce comité-là au sein de l'IAPRI? Cette année, on est vraiment chanceuse, puis je suis vraiment chanceuse là, en tant que coordinatrice là, du comité parce que on est une merveilleuse équipe. Là. On est 10 membres, surtout des girlies, puis on se rencontre une fois par semaine pour discuter, pour organiser des événements. Cette année, ce qu'on a fait, à la session passée, on a organisé une friperie au rez-de-chaussée là, du Deconinck pendant une semaine en novembre, puis ça a vraiment été un succès. Parce que les gens, ils venaient là en masse. Là, des fois, on avait 10, 15, 20 personnes qui essayaient d'acheter des choses. Tous les morceaux, ils étaient à 2 $. Puis la dernière journée, on a tout vendu à 50 sous. Puis ça, c'était vraiment pour s'assurer que toutes nos ventes puis tous nos morceaux soient accessibles pour tout le monde. Puis à la fin de la semaine, on avait ramassé un petit peu plus que 100 $. Puis ça, on l'a remis à la Maison des femmes de Québec. Ce qui était vraiment quelque chose qui nous tient à cœur. Fait qu'on voulait vraiment le faire. Puis en ce moment, pour la section actuelle, on est en train de préparer un petit événement assez cool là, qui s'en vient en avril. On va faire un cercle de discussion intéressant avec des jeunes activistes impliqués d'un peu partout du Québec. Fait qu'on a des gens de Québec, des gens de la région de Montréal, mais aussi des gens des régions, dont une personne qui vient de l'Abitibi qui va venir nous jaser. Puis ce cercle de discussion-là, il va être sur l'implication jeunesse. Puis l'implication jeunesse, on en parle un peu, on est au courant c'est quoi,
Mais pour la plupart du monde, on voit les gens qui sont impliqués, les jeunes impliqués, puis on se dit « Ah, je sais pas comment starter, je sais pas comment me lancer là-dedans, je vais laisser les autres le faire, désolé. » Fait que là, ce qu'on veut vraiment s'assurer, c'est que les gens, ils viennent puis ils se rendent compte à quel point c'est accessible. Puis à quel point, mais pour la plupart du monde, on est déjà impliqués sans le savoir. Fait que ça s'en vient. Puis entre-temps, on fait de la sensibilisation sur notre compte Instagram. Puis on est toujours dispo dans nos DM si vous voulez nous envoyer des messages ou quoi que ce soit. Là, on est tout le temps là pour répondre. Ben oui, c'est certain. Ouais, c'est vraiment le fun. Moi aussi, depuis le début de l'année, je suis impliquée avec Fred comme membre bénévole du comité environnement. Puis j'aime juste ça, vraiment, aller discuter avec tout le monde à chaque semaine des enjeux qui nous tiennent à cœur. Puis tu sais que les autres aussi, c'est quelque chose qui est important pour eux. Fait qu'on relate sur les mêmes enjeux, puis tout ça. Puis c'est vraiment le fun de discuter avec eux. Puis j'ai hâte aux nouveaux projets qui s'en viennent. Là. La friperie, c'était tellement de fun. Là. J'ai contribué, j'ai tellement amené de linge. Je pense que j'avais 6 sacs de linge. Là. Ça m'a vraiment permis de faire un beau mélange de mon garde-robe, mais c'était vraiment le fun. Sérieux, on en a vendu beaucoup. Là. Je pense qu'on avait 10 sacs de linge au début, puis à la fin, il nous en restait 2. Est-ce que c'est quelque chose que vous penseriez comme réimplanter peut-être prochainement? C'est sûr que pour le nettoyage de printemps. On aimerait ça, mais en ce moment, le comité Action sociale du Biapri est en train d'organiser là, une remise de vêtements, si je me trompe pas. Fait qu'il y a un bac pour les gens là, près de la Biapri, là, dans le local des assos. Fait qu'on peut aller porter nos vêtements et tout. Là. Puis je sais pas à qui ça va être remis, mais ça va être une cause super importante. J'ai un petit blanc live, là. Fantastique. Mais tu sais, c'est un beau projet aussi. Ben oui, c'est vraiment des belles initiatives. Puis c'est vraiment important de s'impliquer par rapport à ça. Sinon, pour entrer directement dans le vif du sujet, aujourd'hui, on va aborder la question de la femme puis de l'environnement davantage sous l'angle de l'intersectionnalité. Est-ce que vous pourriez nous parler un peu de qu'est-ce qui vous a intéressé par rapport à ce concept-là, puis un peu justement dans quoi c'est relié là, au changement climatique, pour ceux qui connaissent pas tant l'intersectionnalité? Ouais, c'est vraiment un sujet qui est important qu'on aborde parce que justement, c'est pas quelque chose que tu apprends dans la vie de tous les jours ou qu'on discute dans l'actualité ou quelque chose. Fait que c'est pour ça qu'on veut vraiment sensibiliser les gens à ça. Puis moi, c'est vraiment un concept que j'ai appris en sociologie au cégep. Là. J'avais développé une super belle relation avec ma prof. Fait que c'était vraiment un cours que j'aimais aller à chaque semaine. Genre. Puis c'est ça, j'ai vraiment appris avec elle. Puis c'est là que j'ai plus développé mes connaissances en féminisme, intersectionnalité, comment on s'implique, puis tout ça. Puis c'est ça. Mais j'ai toujours été intéressée aux enjeux féministes, mais c'est ça. Ouais, je trouve que l'intersectionnalité, c'est un concept qui est assez méconnu, là, comme tu dis. Puis ça mérite vraiment d'être plus mainstream parce que c'est pas juste dans le côté environnemental qu'on va pouvoir l'appliquer, mais ça va être vraiment dans toutes les sphères de la société. Moi, personnellement, j'en avais entendu un petit peu parler dans mon cours de politique au cégep. Puis comme toi, j'avais une super bonne relation avec mon prof. Fait que même si mon cours était à 8h le vendredi matin, j'étais toujours là. Puis on en avait parlé un petit peu de l'intersectionnalité, mais c'est vraiment au cours de mes recherches personnelles pour en apprendre plus là, vraiment sur la lutte climatique que je suis tombée par hasard plus tard sur le concept, puis que j'ai approfondi mes connaissances. Puis c'est devenu comme une passion, là, si je peux dire ça comme ça, parce que c'est vraiment un concept que tu peux appliquer à tout. Fait que quand tu rentres dans une situation puis que tu penses à ce concept-là, ben ça t'ouvre tellement plus de portes pour analyser d'une meilleure façon une situation. Puis comme on va le voir plus tard, là, c'est un des concepts les plus importants, je trouve, là, qui est sorti dans l'époque moderne, là, puis je pense que c'est important d'en parler. Oui, ça permet... Ouais, excuse. Mais c'est ça, tu sais, tout à l'heure, vous allez le définir, mais je trouve ça vraiment intéressant de voir comment que ça peut s'appliquer à vraiment une pluralité de disciplines, notamment en sciences humaines. Tu sais, vous parlez de la sociologie, de la science politique, aussi en anthropologie, on l'aborde beaucoup. Fait que c'est important aussi de comprendre l'ampleur de ce concept-là, je trouve. Oui, c'est ça. Ça te permet vraiment de faire des liens avec tous les autres concepts que tu apprends. Puis moi, c'est vraiment ça que je trouve ça le fun. Genre, ça fait comme une grille de concepts dans ma tête, là, puis tout ensemble, ça se connecte. Fait que ça t'ouvre des portes aussi dans l'analyse. Ça te permet d'explorer des dimensions auxquelles tu n'aurais peut-être pas pensé. Comme... C'est ça. Bon, ben parfait, c'est très intéressant. Pour jeter les bases de notre discussion, est-ce qu'il y aurait des notions en particulier que vous souhaitez introduire pour qu'on puisse mieux cerner le sujet d'aujourd'hui? Oui, ben comme on en a parlé, puis comme on va en parler pour le reste du podcast, l'intersectionnalité, c'est vraiment le concept qu'on va aborder le plus. Mais je pense que c'est important de définir aussi qu'est-ce que c'est la justice climatique. Parce que la justice climatique, ça va venir vraiment
se chevaucher avec l'intersectionnalité. Puis là, je vous sors une petite définition là, d'Oxfam, fait que ça se peut que ça sonne un peu robotique. Je vais la lire mot pour mot parce que je trouve ça important là, qu'on n'oublie rien. Mais la justice climatique, ça intègre la question de l'équité sociale et de la responsabilité historique des pays au débat sur le climat. Elle reconnaît qu'en raison d'inégalités structurelles, la crise climatique exacerbe les injustices existantes et a un impact disproportionné sur les personnes et communautés marginalisées et discriminées. La justice climatique va aussi considérer que la crise climatique est un problème systémique et elle prône des changements au niveau des structures sociales, politiques et économiques afin de corriger les injustices passées et présentes. Donc ça, c'est vraiment la justice climatique. Puis ça aussi, c'est un concept qui est assez récent, là, qui est émergé dans les 15 dernières années à peu près. Puis la justice climatique, c'est important d'en parler parce que ça nous fait vraiment réaliser qu'il y a des populations, par exemple, que c'est pas eux autres qui polluent, mais c'est eux autres qui vont être le plus touchés par la pollution. Fait qu'il faut tout le temps garder ça en tête là, quand on parle d'intersectionnalité parce que ça vient vraiment là, s'entre-vêcher avec ce concept-là. Ouais, c'est vraiment ça qu'on voulait parler quand on a été invité à parler sur le podcast, là, dans le fond. On voulait mettre l'accent sur les femmes. T'sais, on parle beaucoup de l'environnement dans son ensemble, mais genre, il y a beaucoup de statistiques qui prouvent que la femme puis les autres minorités dans le monde aussi sont les plus touchées par les enjeux climatiques puis les résultats des enjeux climatiques, justement. Fait qu'on s'intéressait à pourquoi, où, puis de comment est-ce que ça sort, ce concept-là, comment ça s'applique aux réalités que tout le monde vit dans la vie de tous les jours. Puis en plus, petit bémol, ça s'en vient bientôt. Le 8 mars, c'est la Journée internationale des droits de la femme. Puis le 22 avril, c'est le Jour de la Terre. Fait que si on peut conscientiser le plus de gens possible avec notre podcast d'ici là, c'est vraiment mieux. Ben oui, c'est certain. Puis justement, encore là, dans le sujet là, de la place de la femme dans l'environnement, il y a le mythe de la mère nature vraiment qui a transcendé vraiment les époques. Là. On en parle depuis toujours. J'ai une petite question pour vous. À quoi on réfère quand on parle de la mère nature, puis pourquoi c'est important de s'intéresser à ça encore aujourd'hui? Ça vient d'où? Oui, moi aussi, ça m'intéressait tellement quand on s'est mis à parler genre de l'environnement, puis la nature, j'étais comme, hey, mais mère nature, on emprunte tout le temps ce concept-là, mais genre de où ça vient vraiment? Puis j'ai cherché, dans le fond, il y a plusieurs représentations de la mère nature ou de la terre nature, là, comme on dit. Puis les chercheurs ont trouvé que à travers les époques, ça s'applique aussi. Fait que premièrement, dans la mythologie grecque, c'est vraiment l'exemple le plus il y a plus ressorti dans ma recherche. Là. C'est avec la déesse Gaïa, qui veut vraiment dire qui donne la vie. C'était la déesse primordiale dans la mythologie grecque. C'est la personnification de la terre un peu en tant que source de création et aussi de destruction. Fait que ça représente vraiment la terre comme on peut la voir aujourd'hui aussi. C'est un peu une métaphore, mais une belle métaphore, là, je trouve. Mais c'est ça, fait que c'est vraiment un peu de la spiritualité, mais historiquement, ça s'applique, là. Puis c'est pour ça que Gaïa est désignée comme la mère nature. Mais on peut aussi citer sa fille Déméter, qui est la déesse de l'agriculture et des moissons. Puis c'est une histoire, je vais un peu plus loin, là, mais c'est une histoire avec Déméter puis sa mère Gaïa, qui est comme ça qu'on a créé les saisons dans la mythologie grecque. Parce que, dans le fond, pour éviter la famine qui menaçait les peuples, Zeus, le dieu suprême, a interdit à Perséphone de passer l'hiver aux enfers. Mais elle devait rester le reste de l'année sur Terre. Fait que c'est pour ça que l'hiver, mettons, on peut pas cultiver parce que c'était la déesse de l'agriculture. Donc, c'est de là que les saisons naissent. OK. C'est vraiment intéressant. Oui, vraiment. Ouais, c'est vraiment intéressant, mais dans les peuples autochtones aussi, c'est vraiment une notion qui ressort beaucoup. C'est Isabelle Picard qui m'a fait découvrir ça dans un article sur la presse. Là. C'est une auteure qui est originaire de Wendake. Okay. C'est une ethnologue de formation. Puis elle explique vraiment pourquoi dans les nations Wendat puis Mohawk, entre autres, là, pour eux, le monde est bâti sur la carapace d'une immense tortue. Et dans ce mythe-là, qui se transmet de génération en génération dans les nations autochtones, c'est vraiment... c'est pour connaître la forme exacte de notre continent. Là. Si tu regardes la carte, il y a vraiment... C'est comme si c'était la tortue. La Floride, c'est comme une des pattes. Puis le Labrador, c'est une autre patte. L'Alaska aussi. Fait que on peut faire une comparaison un peu plus poussée, là, mais c'est de là que ça vient pour eux. C'est la grande tortue qui nous a accueillis, nourris, arbitrés puis soignés. Fait que c'est un peu comme une mère le ferait, dans le fond. Fait que c'est le concept de mère, mais
qui est associé à la nature. Fait que c'est de là que ça viendrait la terre-mère et la mère nature. Mais c'est fascinant de voir comment, ça fait longtemps que ce mythe-là, mais c'est tout récent que on veut s'intéresser à l'intersectionnalité puis la place aussi du féminisme dans les luttes pour les changements climatiques. Ouais, c'est ça. Ça fait longtemps qu'on en parle, puis là, on dirait qu'on fait la recherche pour genre faire des liens un peu plus loin. Mais c'est ça, c'est vraiment intéressant. Ben justement, encore pour parler de l'intersectionnalité, pour mettre en contexte un petit peu nos auditeurs, là, est-ce que vous pourriez nous aider à définir le concept? En quoi c'est vraiment, c'est sûr que c'est intéressant, mais ça veut dire quoi essentiellement? L'intersectionnalité, c'est un concept qui va désigner la manière dont il y a différentes formes de discrimination ou d'oppression qui vont se croiser puis interagir les unes avec les autres. Ce concept-là, il va vraiment mettre en évidence le fait que les individus, ils peuvent être confrontés à des formes multiples de marginalisation en raison de leur appartenance à diverses catégories sociales, comme par exemple la race, le genre, la classe sociale, l'orientation sexuelle ou encore l'handicap. L'idée centrale de l'intersectionnalité, là, dont on va parler pour le reste du podcast, c'est que ces différentes dimensions-là de l'identité humaine, ils se vivent pas séparément, mais elles se chevauchent et s'entrelacent pour créer des expériences uniques de discrimination ou d'injustice. Fait qu'il faut vraiment prendre en compte ces liens-là entre les choses pour mieux analyser la vie, pour mieux analyser les différentes réalités. Ce concept-là, si on peut en parler un petit peu plus, là, donner son origine historique, il a été popularisé par la juriste et activiste Kimberly Crenshaw, dont je vais vous parler un petit peu plus parce que c'est une femme super importante qui est un peu méconnue. Mais Kimberly Crenshaw est née en 1959 dans une petite ville de l'Ohio, puis elle est diplômée de Cornell University, de Harvard University et de l'Université du Wisconsin. Fait que c'est une femme qui est super, super éduquée. Puis c'est aussi une femme noire, ce que j'ai oublié de mentionner, mais elle a été est allée à l'université dans les années 60-70, donc on peut imaginer là sa réalité à ce moment-là. C'est une féministe américaine majeure de la Critical Race Theory, que je pense qu'on connaît un petit peu tous. Puis en ce moment, elle est encore professeure à la UCLA School of Law, mais aussi à la Columbia Law School à New York. Donc, elle est professeure dans les deux universités. Puis elle se spécialise dans les questions de race, de genre, mais aussi en droit constitutionnel. Donc, c'est vraiment une femme là qui a beaucoup de flèches à son arc, de cordes à son arc. Exactement. Donc, Kimberly Crenshaw, mais ça va être entre autres la fondatrice et la directrice du Centre pour l'intersectionnalité et les études de politique sociale depuis 2011. Puis c'est en 1989 qu'elle va venir introduire le concept d'intersectionnalité dans un article qu'elle a écrit pour le Forum juridique de l'Université de Chicago, qui est intitulé, puis là, il y a beaucoup de gros mots, là, fait que je vais essayer de me gérer. Démarginaliser l'intersection de la race et du sexe, une critique féministe noire de la doctrine de l'antidiscrimination, de la théorie féministe et de la politique antiraciste. Donc ça, cet article-là, là, c'est vraiment une étude qui met en lumière de façon concrète les discriminations auxquelles sont sujettes les femmes noires et précaires aux États-Unis. Et pour amener un aspect un petit peu plus juridique, l'article a été inspiré par l'affaire de Graffin Reed contre General Motors de 1976, donc à peu près 13 ans avant son article. Puis cette affaire-là est assez importante aux États-Unis parce que c'est une affaire qui implique General Motors, fait que donc la grosse compagnie là, contre une femme noire, mère monoparentale, qui a mis en évidence que les lacunes de General Motors dans la reconnaissance des discriminations croisées. Donc, GM, comme je veux dire parce que j'ai de la misère avec le nom, prétendait ne pas être raciste ni sexiste en employant respectivement des hommes noirs et des femmes blanches, mais ignorait ainsi la situation spécifique de discrimination vécue par cette femme en raison de son identité raciale et de son genre. Donc, Crenshaw va utiliser pour la première fois le terme intersectionnalité comme on le connaît aujourd'hui pour décrire cette complexité, en soulignant que sans une compréhension de ces intersections, les inégalités ne peuvent pas être pleinement comprises ni correctement abordées. Donc, si vous voulez peut-être pousser un petit peu plus là votre compréhension de l'intersectionnalité après le podcast, Kimberly Crenshaw est encore très, très active, là, autant sur les réseaux que dans la scène académique. Elle a un podcast qui s'appelle Intersectionality Matters, qu'elle anime depuis 2018, qui est super, super intéressant. Chaque épisode vaut vraiment la peine d'être écouté. Là. Moi, j'écoute ça le matin avec un café. C'est un peu deep, faut être un petit peu mindé à vouloir l'écouter, mais ça vaut vraiment la peine. Mais sinon, elle a aussi un TED Talk qu'elle a fait en 2016,
qui s'intitule The Urgency of Intersectionality. Ça, c'est à peu près 18 minutes. Fait que c'est rapide, mais c'est vraiment condensé, puis ça nous donne vraiment un tour là, complet de l'intersectionnalité, puis pourquoi il faut en parler. Parfait. Donc, en fait, de ce qu'on comprend, c'est que l'intersectionnalité peut être utilisée comme outil d'analyse, surtout pour mieux comprendre cette complexité-là dans les relations de pouvoir, mais aussi dans les inégalités sociales, puis par le fait même, permet en fait d'explorer certaines questions sous un angle un peu plus inclusif et nuancé. C'est exactement ça. C'est qu'on a bien compris. Puis sinon, là, je me demandais comment on peut utiliser l'intersectionnalité en tant qu'un outil d'analyse, de compréhension des dimensions complexes des changements climatiques, vu que c'est pas mal là-dessus aussi qu'on va graviter pendant l'émission. C'est quoi la place de ce concept-là dans les questions environnementales? Okay, donc, cette approche-là, elle va vraiment nous révéler que les effets du changement climatique, de la pollution et d'autres crises environnementales, et ben ces effets-là, ils vont pas toucher toutes les populations de la même manière. Puis les individus et les communautés les plus vulnérables, c'est souvent ceux qui sont déjà marginalisés sur d'autres plans, comme j'ai dit plus tôt, le genre, la race, la classe sociale et tout ça. Il y a des exemples concrets là, de ce phénomène-là dans toutes les régions du monde, mais surtout dans les régions qui sont déjà le plus vulnérables, un autre des facteurs de l'intersectionnalité qui vient vraiment faire du sens là, ici. Puis en fait, ça serait quelle communauté qui serait plus vulnérable à ces changements climatiques? On va parler surtout des communautés racisées. Okay. On va parler en particulier des personnes noires et des peuples autochtones. Puis c'est vraiment ceux-là qui sont le plus exposés aux effets négatifs de la crise environnementale. Puis sinon, comment l'intersectionnalité permet d'expliquer le fait que justement, il y a certains groupes qui subissent plus justement de conséquences que d'autres? C'est surtout parce que ces groupes-là, ils vivent fréquemment dans des quartiers plus pollués ou dans des zones à risque, comme par exemple les bidonvilles ou les régions affectées là, par des catastrophes naturelles fréquentes. En plus, ces groupes-là, ils vont souvent être exclus des processus de décision en matière de gestion des ressources naturelles. Fait qu'ils peuvent même pas gérer qu'est-ce qui arrive à leur propre quartier, à leur propre environnement. Faut savoir, un exemple de ça, c'est les communautés noires aux États-Unis qui ont été historiquement victimes de politiques d'aménagement du territoire qui les ont forcés à vivre près des sites polluants. Je sais pas si tu as déjà entendu parler de ça, là, les poubelles de l'Amérique. C'est dans les plus grandes villes là, aux États-Unis. Puis ça va être surtout des quartiers noirs, des quartiers racisés qui vont être dans ces environnements-là. Puis les peuples autochtones aussi, dans les nombreuses régions aux États-Unis, ils vont voir leur territoire menacé par les projets industriels. Puis comme j'ai dit, ils peuvent pas gérer leurs propres ressources. Fait qu'ils savent que ça s'en vient, mais ils peuvent rien faire contre. Puis ils peuvent même pas tant protester que ça par rapport à ces projets-là. Fait que ça les rend encore plus vulnérables, là, puis ça dégrade leur environnement et leurs moyens de subsistance. Oui, on peut même parler des peuples autochtones au Canada et au Québec. Là. Ça s'en vient quand même déjà beaucoup mieux avec les nouvelles politiques, mais c'est quand même des réalités que les peuples autochtones ils vivent au Canada. Là. Il y a beaucoup de communautés qui n'ont pas accès à l'eau potable, puis c'est des conditions qui ont été négligées pendant longtemps par le gouvernement. Fait que c'est quand on pense que c'est quelque chose qui est de loin, mais c'est vraiment quelque chose qui touche tout le monde, même de proche. C'est même dans nos petites régions du Québec, là, c'est quelque chose qui se vit à tous les jours autour de nous. C'est quelque chose qui est très concret aussi. Puis avec la mondialisation puis l'augmentation justement des déplacements des populations, quels autres groupes est-ce qu'il faut tenir en compte quand on adresse l'intersectionnalité dans les changements climatiques dans un monde aussi globalisé, dans un monde aussi caractérisé par ces déplacements puis cette interconnexion-là? On peut parler des migrants forcés, ce qu'on va dire là entre guillemets. Je perds mes mots. Mais les migrants forcés, là, ces personnes-là, ça va être des personnes déplacées par les effets du changement climatique. Fait qu'on va parler de sécheresse, d'inondations ou de catastrophes naturelles. Puis ces personnes-là sont souvent déjà vulnérables en raison de leur statut migratoire. Fait qu'ils partent de chez eux, ils arrivent à un endroit où c'est pas super stable. Puis là, boum, il y a un ouragan qui hit, puis ils sont encore plus vulnérables. Au cours de la dernière décennie, là, selon l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés, les événements météorologiques ont déclenché en moyenne 21,5 millions de nouveaux déplacements chaque année. Donc, c'est plus de 2 fois le nombre de déplacements que les déplacements causés par les conflits ou la violence. Ouais, c'est immense. C'est ça, là, c'est un chiffre qui augmente de plus en plus à chaque année, puis qui est vraiment, c'est des migrants qui deviennent de plus en plus nombreux.
Les réfugiés climatiques seront souvent issus des pays du sud global, puis ils se retrouvent à affronter des obstacles supplémentaires pour accéder à des solutions ou à des protections face à la crise. On va parler de questions de race, de classe et de nationalité, puis ça rend leur situation encore plus complexe parce qu'ils peuvent faire face à des politiques d'immigration restrictives ou à des discriminations supplémentaires dans leur pays d'accueil. Ouais. Fait que ça vient vraiment encore plus les vulnérabiliser, puis ça rend leur situation encore plus difficile pour eux. Oui, puis les réfugiés climatiques, c'est quand même un concept qui est genre récent. C'est vraiment quelque chose qui s'est développé avec la mondialisation, comme tu disais, puis les plus en plus grosses genre conséquences des changements climatiques. Fait que c'est vraiment quelque chose à prendre en compte aussi. Là. Ça fait longtemps qu'il y a des crises migratoires, mais là, c'est genre un nouveau, pas un fardeau, mais genre une nouvelle genre grosse conséquence de crise migratoire. Là. Les réfugiés climatiques, c'est vraiment quelque chose de majeur. Puis même encore là, c'est pas reconnu officiellement comme une... Non, le fait d'être encore. réfugié climatique, ça te donne pas nécessairement le droit d'asile ni rien. C'est tellement récent. Exactement. Puis si on en revient à nos deux thèmes forts, soit les femmes et l'environnement, est-ce qu'il y a un lien qu'on peut... Ben en fait, il y a un lien qu'on peut établir entre ces deux thèmes-là, mais quel est ce lien? Puis qu'est-ce que l'intersectionnalité permet de mieux cerner, en fait, dans ces enjeux-là? Faut savoir en premier lieu que les femmes, puis particulièrement dans les pays en développement, c'est souvent elles qui sont plus vulnérables aux effets de la crise environnementale. Il y a plusieurs raisons là, pour cela. En premier lieu, encore une fois, dans de nombreuses régions, là, c'est les femmes qui sont responsables de la gestion des ressources domestiques, comme l'eau, le bois de chauffage et la nourriture. Fait que quand il y a une catastrophe naturelle, comme une sécheresse ou une inondation, c'est les femmes qui vont ressentir un impact disproportionné, et ce, notamment dû aux rôles sociaux traditionnels associés au genre féminin. De plus, l'accès aux ressources va devenir encore plus difficile, ce qui va accroître les inégalités entre hommes et les femmes. Les femmes des communautés rurales, par exemple, ils peuvent devoir parcourir de plus longues distances pour chercher de l'eau potable en raison de la sécheresse, ce qui augmente leur charge de travail et limite leur accès à l'éducation et à l'autonomie. Donc, on va augmenter le nombre de temps qui est attribué à la recherche des ressources. On va diminuer le nombre de temps qui est attribué à l'éducation, à l'autonomie, au plaisir de la vie, là, si je peux dire ça comme ça. Fait que la charge de travail, elle augmente, mais la qualité de vie, elle descend tout le temps. Les femmes, comme j'ai dit, mais c'est les principales responsables de la gestion des ressources naturelles. Fait que c'est aussi les premières à remarquer les effets du changement climatique dans leur vie puis dans leurs tâches quotidiennes. Il y a une étude qui a montré que dans les communautés rurales, lorsque les femmes sont impliquées dans la gestion des ressources naturelles et dans la prise de décision là, en matière de politique, les communautés vont souvent être plus résilientes face aux crises environnementales. Fait que, tu sais, on va en parler un petit peu plus tard, mais les femmes là en environnement, c'est elles vraiment qui vont faire bouger les choses, autant dans un pays développé que dans un pays en développement, parce que c'est elles qui voient comment ça se passe réellement là, sur le terrain. C'est fascinant. Oui, vraiment. Alors sur ça, on va prendre une courte pause. On vous revient dans quelques instants. Alors, on est de retour sur les ondes de Chiz 94.3. Alors, la prochaine question que je vais vous poser, les filles, c'est... je me demandais, en fait, dans le contexte là, de la crise climatique, comment s'articulent ces rapports de pouvoir entre différents groupes qu'expose, en fait, l'intersectionnalité qu'on a parlé tout à l'heure ensemble? Est-ce qu'il y a des circonstances où les femmes se trouvent plus particulièrement touchées? Oui, absolument. Donc, on a parlé vraiment par rapport au rôle traditionnel de la femme, là. Mais là, on va pouvoir parler de quelque chose un petit peu moins de fun, parce que dans le contexte des crises environnementales, les violences basées sur le genre vont augmenter beaucoup. Fait que, par exemple, dans les zones affectées par la dégradation de l'environnement, le manque de ressources puis les tensions liées à l'accès à la terre et à l'eau, ils vont venir exacerber les inégalités de genre. Fait que les femmes peuvent être plus vulnérables à la violence domestique, au harcèlement sexuel ou à d'autres formes d'abus dans des situations de stress intense et de rareté des ressources. De plus, dans certaines régions, les catastrophes environnementales vont venir déstabiliser des sociétés qui sont déjà fragiles. Puis les femmes vont être encore plus susceptibles là, de devenir des victimes de violences sexistes, surtout parce que les infrastructures de société et de soutien, fait que la police, les services de santé, ben, ils vont être détruites ou vont être moins accessibles. Fait que ça exacerbe vraiment là, les impacts que ça a sur les femmes.
Puis un autre aspect là, un autre aspect inquiétant qui parle un peu des migrations, c'est parce que les femmes migrantes vont être particulièrement vulnérables dans le contexte de la crise environnementale. Parce que lorsqu'elles sont dépassées là, par des catastrophes naturelles, elles peuvent faire face à des formes spécifiques de violence et de discrimination, comme la violence sexiste, le trafic humain, puis la marginalisation dans les camps de réfugiés. Dans certains cas, elles doivent gérer seules la charge des enfants et des personnes âgées, ce qui augmente encore plus là, leur vulnérabilité. Selon l'ONU, les femmes représentent 80% des réfugiés climatiques, ce qui est un chiffre qui est aberrant, là, surtout quand on parle des effets que ça a sur eux là, depuis quelques minutes. Mais même s'ils représentent 80% des réfugiés climatiques, les femmes, c'est eux autres qui sont confrontées à des conditions de vie précaires. Fait qu'ils n'ont pas accès à des services de santé, à des droits reproductifs ou à des mécanismes de protection sociale. Puis encore une fois, on va parler d'éducation parce que c'est super important, là, surtout pour les filles et les femmes. C'est ça. Puis ça va vraiment venir aggraver les inégalités liées au genre. Parce que comme on a dit, ils sont tellement concentrés à survivre qu'ils n'ont même pas le temps de réfléchir à ça là, comme ça. Oui, exactement. Puis un peu dans cet esprit-là, comment qu'on peut lier les questions là, justement de la protection de l'environnement, de la lutte à la contre en fait les changements climatiques avec l'intersectionnalité? C'est quoi le lien entre justement ces notions-là? L'intersectionnalité, comme on l'a dit plus tôt, c'est un excellent outil d'analyse. Puis c'est comme ça qu'il faut vraiment l'utiliser parce que c'est l'intersectionnalité, quand on l'applique à la crise environnementale, ça va nous aider à comprendre que les injustices environnementales, ils sont multidimensionnelles puis qu'elles ne peuvent pas être résolues juste en isolant un facteur individuel comme la race, le genre ou la classe sociale. Elles vont exiger des solutions intégrées qui vont prendre en compte les différentes formes d'oppression, mais aussi les expériences vécues des communautés vulnérables. Fait que ça va nous inciter plus à prendre une approche inclusive et équitable de la lutte contre le changement climatique, en veillant à ce que les groupes marginalisés aient une voix dans les décisions qui affectent leur avenir. Historiquement, les discours puis les politiques environnementales, ils ont souvent marginalisé les voix des groupes les plus vulnérables. On n'en parlait pas ou on en parlait peu. Puis l'intersectionnalité va venir permettre de questionner les récits dominants qui abordent la crise climatique, soit un angle principalement eurocentré, masculin et de classe moyenne, souvent au détriment là, des perspectives des femmes, des peuples autochtones et des communautés pauvres. Fait que le cadre théorique de l'intersectionnalité va inciter une représentation plus juste et équitable et différentes voix là, qui vont pouvoir parler dans les débats sur la justice climatique. C'est vraiment intéressant parce que souvent, on a affaire à des cadres théoriques qui sont très simplistes puis vraiment généraux pour essayer de rentrer dans une même catégorie plusieurs aspects. Puis c'est pas le cas de l'intersectionnalité, en fait, de ce qu'on comprend. Oui, c'est ça. Dans le fond, l'intersectionnalité, excusez. C'est vraiment, ça souligne la nécessité de des solutions environnementales, c'est pas nécessairement juste global, mais c'est aussi un concept qui prend en compte les réalités locales puis spécifiques de toutes les régions puis toutes les communautés qu'on va étudier ou qu'on va évaluer, Fait que, par exemple, les solutions au changement climatique, ils doivent être adaptées au contexte socio et économique des communautés affectées. Fait que la reconnaissance des enjeux intersectionnels, ça permet justement de promouvoir des politiques climatiques inclusives et justes. On va en parler plus tard aussi. Là. Il y a vraiment plusieurs exemples de politiques climatiques à différentes échelles qui vont avoir des impacts positifs là, sur la vie des gens dans toutes les régions du monde. Et que, en tenant compte des spécificités culturelles, sociales des différentes communautés, oui, ça nous permet de voir large le concept d'insertion. J'ai c'est un mot compliqué quand même. On le lit puis c'est pas si pire, mais en le disant, voyons. Intersectionnalité, c'est un concept large qui permet de faire des liens en plein de concepts, mais quand on zoome puis ça permet les liens aussi. C'est ça, ça permet de faire des liens, mais ça s'applique à des situations très spécifiques aussi. Puis sinon, en lien avec vos propos sur la place de la femme dans la crise climatique actuelle, est-ce qu'il est juste de dire que même si les femmes font partie des groupes les plus vulnérables, ce sont celles qui se mobilisent le plus pour la cause? C'est tout à fait vrai. Autant au niveau là, international qu'à celui local. Historiquement, puis à travers le monde, c'est des nombreuses femmes qui ont joué un rôle de leader dans les mouvements environnementaux. Fait qu'on va parler souvent d'emblèmes comme Greta Thunberg, là, par exemple, ou Wangari Maathai, qui est la fondatrice du mouvement de la ceinture verte. Mais c'est juste deux noms parmi tant d'autres. Là, je vais vous en donner beaucoup parce qu'encore une fois, c'est des figures qui sont un peu dans l'ombre, qu'on parle pas dans la vie de tous les jours.
Mais par exemple, Vandana Shiva, qui est une physicienne et militante écologiste indienne, est reconnue pour son travail sur l'agriculture durable et la lutte contre les OGM. Rachel Carson, des États-Unis, elle a publié en 1962 le livre Silent Spring, ou Printemps silencieux, sur le danger des pesticides et de la pollution chimique. Puis c'est vraiment ce livre-là qui a contribué à la naissance du mouvement environnemental moderne. Mais ça, on le sait pas si on le sait pas, parce qu'on va moins parler là, des femmes dans la lutte climatique. On peut parler aussi, puis là, je veux pas détruire son nom, mais Leanne Namugerwa, qui est une militante pour le climat ougandaise. Puis ça, c'est un modèle pour la jeunesse africaine mobilisée pour la justice climatique parce que c'est à l'âge de 15 ans qu'elle a commencé à s'impliquer au niveau local. Puis elle s'est mise à parler dans des forums internationaux. Puis c'est une femme là, qui a un discours très, très intéressant, très, très pertinent. Fait que c'est toutes des femmes qui sont inspirantes puis qui devraient être plus connues, selon moi. Mais au niveau local, parce que là, on parlait un petit peu plus de l'international, au niveau local, les femmes, c'est souvent elles qui sont au cœur des initiatives communautaires liées à l'environnement. Puis ce sont d'ailleurs elles qui seraient le plus concernées par la lutte climatique. Il y a une étude qui a été menée là, par l'Université Laval puis le média environnemental 1.5. C'est 90% des Québécoises qui croiraient en l'urgence d'agir, contre 77% des hommes. Wow. Fait qu'on a quand même un petit 13% là, de différence. Ouais, c'est un petit 13%, mais je le trouve quand même important. Parce que si c'était moi, ça serait 100% les femmes puis 100% les hommes. Puis on voit vraiment avec des chiffres comme ça que les femmes sont nombreuses à s'impliquer dans des projets locaux sur tous les sujets, puis à militer activement là, pour des changements, autant localement que internationalement. Exactement. Puis à plus grande échelle, est-ce qu'il y a des États et des organisations internationales qui ont pris plus d'initiatives ou qui ont adopté là, davantage de politiques afin de soutenir les minorités et les femmes dans cette situation de crise climatique actuelle? Oui, vraiment. Déjà, si on parle de l'ONU, là, vraiment à l'échelle internationale, il y a les 17 objectifs de développement durable de l'ONU qui ont été ratifiés justement par le Canada puis plusieurs autres pays à travers le monde. Puis je pense que c'est un des points les plus importants, les plus pertinents à aborder aujourd'hui parce que justement, les 17 objectifs de développement durable sont chacun spécifiques à des différents enjeux, mais ensemble, ça forme un tout, un peu comme l'intersectionnalité. Définitivement. Qu'on peut, c'est ensemble tous ces enjeux-là tous ces objectifs-là qu'on veut atteindre d'ici 2030, que ça fait un tout, que ça fait avancer la cause justement de la lutte pour les changements climatiques, mais aussi de l'égalité des genres. Fait que je pense que c'est vraiment important à aborder. Je vous donne des petits exemples. Mettons, l'objectif numéro 5, c'est ça justement, l'égalité entre les sexes. L'objectif, c'est d'autonomiser les femmes et les filles à défendre l'égalité de leurs droits. En ce moment, c'est 1 femme sur 3 qui est victime de violences physiques et sexuelles à travers le monde. Fait que les politiques mises en place par cet objectif-là, ça vise vraiment à diminuer ce nombre-là, mais aussi en rapport avec tous les autres objectifs, comme le numéro 13, qui est vraiment des mesures plus spécifiques relatives à la lutte contre les changements climatiques. Comme c'est vraiment des chiffres qui parlent, là. Depuis 1990, les émissions globales de dioxyde de carbone ont augmenté de 50%. Fait que c'est frappant, mais c'est ça justement que je trouve intéressant avec l'ONU puis les objectifs de développement durable, c'est qu'ils sont tous en relation avec les uns les autres, puis c'est des politiques qui vont être mises en place pour atteindre les objectifs, puis mettre de l'avant les enjeux entre les disparités que vivent les femmes, oui, mais aussi les répercussions climatiques ensemble. C'est pas mal ça sur l'ONU, mais il y a aussi ONU Femmes, qui est un organisme plus spécifique pour la lutte de l'égalité des genres, qui ont publié en 2024 un plan d'action de justice climatique féministe. Fait que ça ramène à la justice climatique qu'on parlait plus tôt, là, puis c'est vraiment concret qui met ensemble nos deux concepts qu'on abordait aujourd'hui. Fait que le rapport, il dénonce qu'aujourd'hui, il y a 10% des femmes qui vivent en situation d'extrême pauvreté. Mais d'ici 2024, si on continue comme ça, puis le scénario climatique est pessimiste, là, ça se concrétise, ça va être 158 millions de femmes qui vont basculer dans la pauvreté à cause des répercussions des changements climatiques. Plus spécifiquement. Fait que c'est vraiment quelque chose de majeur, là, puis que c'est important justement que ce rapport-là met de l'avant. Puis c'est aussi, comme on parlait plus tôt, là, j'ai des statistiques assez crues sur la réalité qu'il y a des femmes qui vont vivre dans le monde, mais la violence basée sur le genre, elle augmente considérablement en temps de crise. Puis la crise climatique, c'est pas une exception, là. Oui, on peut parler des conflits armés, mais on parle aussi des ouragans, puis des tsunamis, puis tout ce qu'une crise climatique engendre, là, comme la sécheresse.
On parle dans la courbe de l'Afrique en 2022, ça a eu une conséquence, ça l'a multiplié par 4 le nombre de mariages des enfants dans les zones touchées en Éthiopie. Puis les viols et les violences par rapport à les partenaires en Somalie, ça a augmenté de 20%. Wow. Fait que c'est des chiffres frappants, puis je trouve que c'est vraiment désolant, mais c'est pour ça qu'on en parle, justement. C'est pour ça qu'il y a des rapports qui sortent pour que les pays puis les organismes puissent prendre des politiques pour aider les gens qui sont dans cette situation-là. C'est frappant de le voir comment tu nous l'expliques. On n'aurait pas tendance à penser que l'environnement puis les violences faites aux femmes, puis dans tout ce cadre-là, ça aurait un lien. Ça a vraiment une corrélation importante là, d'après les données que tu nous partages. C'est vraiment frappant. Effectivement. C'est ça. C'est pas un lien que tu fais comme instinctivement, genre, un tsunami, les femmes, genre, mais c'est vraiment quelque chose qui se passe, puis il faut en parler. Puis oui, là, on parle d'un cas en Afrique, mais c'est en 2022, là, c'est récent. Puis c'est quelque chose qui arrive encore en Ukraine. C'est quelque chose qu'on vit dans une situation de violence armée, oui, mais c'est dans les violences genre les violences avec les changements climatiques, c'est le même concept qui va revenir. Fait que c'est un peu ça que le rapport de l'ONU dénonçait, puis ONU Femmes, là, si vous voulez supporter ONU Changement climatique, c'est vraiment des bonnes sources fiables d'informations. Fait que ça, je trouve ça important. C'est des sources surprenantes aussi. Des fois, tu ouvres le site puis tu te dis « Ah, je vais juste aller browse. Je vais aller voir qu'est-ce qui se passe. » Puis là, tu tombes sur quelque chose puis tu te dis « Wow, tu sais, j'étais pas au courant, on n'en parle pas nulle part. » Fait que ça vaut vraiment la peine là, d'aller jeter un coup d'œil quelques fois par mois juste pour s'informer. Puis si ça vous intéresse plus, là, quelques fois par jour. Juste pour bien savoir là, qu'est-ce qui se passe. Tu t'abonnes dans leurs réseaux sociaux puis tu vas découvrir des enjeux que comme on parle jamais dans les médias. Puis là, t'es genre, mais voyons donc, là, c'est vraiment des choses importantes. Moi, ça me touche. Pourquoi on n'en parle pas plus? Mais c'est ça. Mais sinon... au Canada, il y a aussi des politiques assez importantes. Là. Il y a la politique d'aide internationale féministe du Canada. Là, vous allez me dire, c'est pas mal axé féministe, mais c'est vraiment aussi dans un objectif de lutte au changement climatique. Et que c'est la plus importante auquel je peux penser au Canada. D'ailleurs, je fais mon travail d'administration publique sur cette politique. T'es vraiment bien informée. Petite plug. J'ai analysé cette politique de long en large. Mais c'est vraiment... c'est quelque chose qui veut renforcer l'égalité des genres, le renforcement du pouvoir des femmes puis des filles au cœur des actions internationales. Fait que ça reconnaît que les femmes et les filles, justement, sont souvent les plus touchées par les changements climatiques. Puis ça vise à intégrer la perspective de genre dans les initiatives qu'on prend pour contrer les changements climatiques. Fait que c'est ça, puis ça, comme je parlais, ça s'encadre dans les objectifs de développement durable de l'ONU. C'est un des points qu'il a comme initié là, avec le gouvernement Trudeau. Puis aussi, c'est dans le même objectif que l'accord de Paris sur les changements climatiques que le Canada a également ratifié. C'est ça. Entre autres, la politique vise à promouvoir l'environnement et l'action pour le climat, mais le gouvernement appuie la planification gouvernementale des initiatives pour atténuer les effets des changements climatiques et aider les populations à s'adapter. Fait que oui, c'est les femmes, mais c'est les femmes directement en lien avec l'environnement, puis les femmes dans tous les autres enjeux qu'ils vont vivre dans leur vie. Et c'est ça. Je trouve que c'est vraiment important, puis c'est le fun de voir que c'est des enjeux qui tiennent à cœur. Les gouvernements. Oui, à nos gouvernements. Puis à l'échelle provinciale, est-ce que le Québec aussi met en place des initiatives ou des politiques pour justement... en fait, qui s'inscrivent dans la perspective intersectionnelle puis qui reconnaissent qu'il y a certains groupes dans les dynamiques de pouvoir qui sont plus vulnérables que d'autres? Ce qu'on va voir là, vraiment au Québec, ce que je trouve vraiment intéressant là, par rapport à ça, c'est le fait que ça va être la population elle-même qui va se rassembler pour en parler. Je vais vous parler notamment là, du réseau des femmes en environnement du Québec. Je sais pas si vous connaissez un peu c'est quoi. Personnellement, non. Mais c'est super intéressant puis c'est super pertinent. Le réseau il a été officiellement fondé en 2000 puis maintenant il compte à peu près 700 membres actifs. Fait que c'est quand même là une belle communauté. Puis le réseau, il va décliner son expertise en 8 grandes thématiques, soit le genre, le milieu de travail, la santé environnementale, la consommation, l'événement éco-responsable, l'art vivant et aussi le plateau de tournage. Fait que c'est vraiment, comme vous pouvez voir, c'est assez... ça va un petit peu partout, mais ça va aussi s'entrelacer. Fait que ça ramène encore une fois le concept d'intersectionnalité.
Le réseau, il va mettre sur pied à chaque année des dizaines de projets et de formations, en plus d'un service conseil pour chacune des thématiques ciblées. Fait que le réseau, il est vraiment impliqué, là, puis il est un petit peu partout là, dans la société. Caroline Voyer, qui est la directrice du réseau des femmes en environnement, a dit dans une entrevue avec la Gazette des femmes que le réseau s'est interrogé sur l'importance d'avoir un réseau de femmes en environnement à plusieurs moments de son histoire. Puis il se demandait, est-ce qu'on en a encore besoin? Est-ce que c'est encore pertinent? Puis à chaque fois, mais la réponse était oui. Parce qu'on veut avoir un safe space pour parler des questions qui nous interpellent. Puis les femmes, ils ont des approches qui peuvent être différentes et c'est important de leur laisser la place pour s'exprimer et bâtir des projets. La mission du réseau, c'est vraiment de développer le pouvoir d'agir des membres, des personnes et des organisations afin d'améliorer la qualité de l'environnement et aussi de pousser les femmes à favoriser la mise en lien des femmes intéressées par le développement durable et l'environnement et de renforcer les capacités d'intervention des femmes dans ces deux domaines. Fait que le réseau, il est vraiment impliqué. Puis il y a vraiment des missions, personnellement, qui nous tiennent à cœur, là, si je peux dire ça comme ça. Je vous invite d'ailleurs à aller sur leur site Internet. Leurs réseaux sociaux sont très intéressants puis ils sont vraiment eye-opening. Donc, c'est vraiment quelque chose qui devrait être un petit peu plus mainstream, qu'on devrait connaître un peu plus. Ouais. Mais je vous en parle. Ben oui, non, je trouve ça vraiment intéressant. Là. Allez voir certainement. Puis sinon, là, je vous demande peut-être un petit wrap-up, là, mais par rapport justement là, à la place de la femme dans la lutte au changement climatique, c'est quoi le concept, le mot qu'on pourrait prendre pour définir justement cette lutte-là en question? Moi, je te dirais que c'est l'écoféminisme. Dans mes recherches, c'est vraiment le concept qui ressortait le plus. Là. C'est un mix des deux sujets qu'on aborde le plus. Puis c'est un concept qui a été initié par Françoise Daubonne en 1972. Fait que ça date, mais on en parle encore aujourd'hui. C'est encore pertinent. Fait que c'est un courant de pensée qui a évolué pour devenir un outil de revendication sociale et politique, comme on jase depuis le début. Fait que l'écoféminisme, c'est le courant des éthiques environnementales qui se pose au centre de sa réflexion, puis la question de relation des genres et de domination dans l'approche de la protection environnementale. C'est un mouvement qui établit le lien entre la domination des femmes et l'exploitation de la nature, en affirmant que même les structures patriarcales de notre monde d'aujourd'hui sont responsables un petit peu de l'oppression des femmes, puis ça contribue à la destruction environnementale. Fait que c'est pour ça que on essaie de le changer, puis je trouve que c'est un concept qui rassemble bien ce qu'on a parlé aujourd'hui, dans le fond. Toutes les sphères aussi sont vraiment impliquées dans ce concept-là. C'est ça. Si on devait, en guise de conclusion, si on vous propose de ramener la question de l'environnement à une échelle un peu plus locale, Frédéric puis Héloïse, comme vous l'avez mentionné tout à l'heure, au début de l'épisode, vous êtes toutes les deux très activement impliquées dans plusieurs comités, dont le comité environnement du Biapri. À plus petite échelle, est-ce qu'il y a des choses qu'on pourrait faire concrètement que vous recommandez pour tout biapriste ou tout auditeur qui voudrait en faire un peu plus? Il y a tellement de choses. Mais oui, c'est sûr que la base, c'est faut toujours penser, garder en tête, réduire, réutiliser, recycler. Moi, c'est mon mantra. Les 3 R. Ouais, les 3 R. On apprend ça au primaire, mais c'est la base, là. Et c'est toujours ce qu'il faut penser quand on consomme, parce que la surconsommation, c'est un enjeu réel. Puis juste pour vous donner un exemple, dans l'industrie de la mode, on a produit assez de vêtements pour habiller toute la planète jusqu'en 2100. On est en 2025, là. Ouais. Fait que on peut s'arrêter d'acheter, on peut penser au concept de fast fashion, mais moi je vais vous revire le concept, là. On parle de slow fashion maintenant. Privilégier la quantité, la durabilité, l'éthique derrière les vêtements à la place du fast fashion. Fait que si c'est un truc qui vous intéresse à faire, je vous parle de l'application Good on You. C'est un site web puis une application qui te permet justement d'évaluer les concepts, évaluer les entreprises auxquelles tu vas acheter. Fait que mettons, tu cherches Adidas, Nike, n'importe quoi. Tu vas voir, ça va toutes les grader selon l'éthique derrière, l'environnement, la cruauté envers les animaux, toutes les. Oui, ça l'ouvre vraiment les yeux. Honnêtement, je connais l'application là, puis ça vaut vraiment la peine d'aller jeter un coup d'œil. Tu te dis est-ce que je vais magasiner là, puis des fois ça te fait revirer de bord assez vite là. C'est ça. Honnêtement, mais oui, c'est vraiment. Si justement ça te fait revirer de bord, ils t'offrent des options des compagnies qui sont semblables, mais que eux sont un petit peu meilleurs pour l'environnement puis la planète. Fait que je trouve que c'est intéressant à regarder. Moi, j'utilise quand même souvent.
Puis, tu sais, il y a tellement d'autres choses qu'on peut faire. Là. Quand on parle d'acheter, il faut acheter local, acheter en vrac, acheter seconde main, le moins d'emballage possible. Tu sais, on achète en bulk, on achète plus des petits gogo squeeze emballés individuellement là, dans du plastique. Fait que pensez à ça. On achète chez des compagnies qui sont éco-responsables parce que même si on essaie de moins consommer, on n'a quand même pas le choix de consommer. Fait que le but c'est de faire le but c'est de faire des choix responsables. Ouais. Okay, on peut. Mon meilleur conseil, là, si je peux le dire, là, apprendre à coudre. OK? Apprendre à coudre. Enlever genre 2 heures que t'es sur ton sel là, pour apprendre à coudre. Puis on parle à une professionnelle ici, là. Ouais. Je trouve que c'est tellement important parce que, tu sais, on a un petit peu perdu l'art de faire de quoi avec nos mains là, à part scroller sur TikTok. Là. On est vraiment dépendant aussi là. C'est ça. Là. On est dépendant de l'industrie, on est dépendant des compagnies, ce qui fait que on pense plus à si on a un trou sur mon gilet, on va le jeter. On va pas essayer de le réparer. Fait que tu sais, je pense que c'est important aller voir un tutoriel sur YouTube. C'est vite, c'est facile. C'est pas obligé d'être beau non plus là quand on coud. Tant que ça fait la job, c'est vraiment l'important. Puis ça, tu sais, c'est vrai que c'est dans la société dans laquelle on vit, c'est impossible de pas consommer, malheureusement. Mais on peut vraiment essayer de faire de notre mieux pour diminuer. Puis un moment donné, tu sais, le but, c'est vraiment de rester éco-responsable puis de rester dans le développement durable. Fait qu'apprendre à coudre, apprendre à crocheter, je peux vous montrer comment faire. Puis c'est vraiment quelque chose d'important, là. Ouais, c'est ça. Puis c'est aussi, tu sais, c'est un petit moment que tu vas passer avec toi-même, là, réfléchir sur ta journée, puis te mettre à coudre, là. T'es pas obligé de... Mais c'est ça, c'est vraiment une bonne idée de projet. Lancez-vous là-dedans. On fait un atelier. Ouais. Non, mais il y a tellement de choses, là. Faut diminuer le gaspillage alimentaire. Je vous lâche des applications, le Food Hero, Too Good To Go. C'est des initiatives qui sont tellement pertinentes, puis tu peux l'utiliser quasiment partout dans le monde, là. Ça te met en relation avec des commerces, puis ça te fait des paniers surprises de bouffe qui va être perdue si tu la manges pas. Mais c'est de la bouffe à rabais, puis ça vaut vraiment la peine. Ça te fait découvrir des nouveaux commerces aussi. Fait que, à essayer ces applications-là. Pour vous informer, là, prenez des sources fiables, puis connectez-vous sur les réseaux sociaux à des gens qui ont les mêmes objectifs que vous en environnement. Comme ça, dans toutes les sphères de ta vie, t'es un peu plus sensibilisé. Ça peut te permettre aussi de comme te motiver un peu, tu sais, dans les temps où qu'on est, l'environnement c'est tellement délaissé, il y a tellement d'autres enjeux aussi qui accaparent un peu la sphère médiatique, fait que de s'abonner à des comptes aussi sur les réseaux sociaux qui prônent peut-être des nouvelles plus positives, ça pourrait être c'est une idée. Ça te fait une chambre d'écho qui te pousse à essayer de te développer toi-même, puis de peut-être laisser tes mauvaises habitudes derrière, puis d'en prendre des nouvelles qui sont plus saines pour la planète puis pour toi, C'est ça. Exact. Si vous cherchez un bon film à écouter, là, le documentaire Demain, c'est d'origine française, mais c'est super bon. Puis on l'a écouté les deux, là. C'est... Au cégep? Ouais, au cégep. Non, mais moi, on parlait d'éveil climatique. Moi, ça a été un des trucs j'ai écouté ça à l'université à l'UQAM, puis c'était un des trucs que je trouvais super pertinent. OK. Bon visionnement. Ouais. Puis sinon, là, en guise de conclusion pour nos auditeurs qui ont été particulièrement interpellés par le sujet d'aujourd'hui, il y a des cours offerts à l'Université Laval, là, justement, qui sont plus enclins à approfondir sur le sujet dont on a traité aujourd'hui. Donc, on pense là, rapidement pour les gens du biappris là, ou du droit même, ou encore en sciences politiques. On a le cours de féminisme, théorie et pratique dans la faculté là, des sciences sociales. On a droit de l'environnement et on a aussi là, le cours de politique et justice climatique. Donc, c'est quand même intéressant de voir que, justement, si on est pas mal intéressé par ces enjeux-là, il y a des cours à l'université qui peuvent nous en apprendre davantage là-dessus. Mais ouais, ça me donne le goût. Mais ouais. Donc, sinon, là, les filles, vous avez vraiment nommé beaucoup d'actions qu'on peut prendre au quotidien. Vous allez nous tenir au courant, sinon, là, pour les... développement des futures activités pour le comité environnemental. 110%. On invite tout le monde à s'inviter à notre page Instagram. Abonnez-vous. On fait une petite pub, là. Mais c'est vraiment là-dessus qu'on partage, qu'on sensibilise. Puis en ce moment, on est un peu moins actifs à cause des examens, mais ça revient là, en force la semaine prochaine. Je vous prépare un post justement sur les applications et les sites web à consulter pour réduire votre empreinte écologique. Et que restez à l'affût. Définitivement. Oui. Parfait. Donc, sur ce, c'était a priori sur les ondes de Chiz 94.3. À très bientôt.